Bonjour à tous. Donc moi je suis Franck Albert, je suis cardiologue interventionnel à Chartres et je suis président du Collège national des cardiologues hospitaliers. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour notre 8e webinaire hebdomadaire pendant cette période un peu exceptionnelle de pandémie mondiale du Covid. Vous savez que notre marque de fabrique est d'essayer de partager des expériences, d'échanger. Et aujourd'hui, nous avons la chance de le faire avec nos amis québécois pour faire l'état des lieux du Covid et l'approche de chacun, on va dire, au Québec et en France pour le déconfinement. Alors, si on plante un peu le décor aujourd'hui, à ce jour, c'est plus de 5 millions de cas dans le monde, 300 000 décès. En France, on est à un peu plus de 140 000 cas, on est à 28 000 décès, c'est-à-dire que la France est le 7e pays le plus touché et le 4e actuellement en termes de mortalité. On a atteint un pic d'épidémie vers le 15 avril et on amorce un déconfinement progressif depuis le 11 mai. Alors au Québec, je pense que nos collègues en diront un petit peu plus. J'avais noté 45 000 cas, 3 700 décès, avec un pic qui était aux alentours du 7 mai, donc probablement un petit décalage par rapport à la France. À ce jour, vous êtes plus de 500 inscrits sur ce webinaire. Vous pouvez le suivre en direct ou vous connecter directement sur la page Facebook du CNCH ou le revoir dès demain la version enregistrée sur notre site. Et j'ai la chance de modérer ce jour le webinaire avec le professeur Annick Ducharme, de la fameuse Institut de cardiologie de Montréal, où beaucoup de Français sont passés comme fellowship, avec toujours beaucoup de bonheur. Et on a aussi comme orateur Patrick Jourdain, que vous connaissez bien, qui va faire l'état des lieux en France, et le docteur Arsène Bamadjian, qui est le président de l'Amicale des cardiologues du Québec, ainsi que le docteur Alexandru Mici, qui est responsable de l'équipe social média du CNCH, et qui fera un petit point sur l'état des lieux au niveau des traitements. Donc, merci à vous tous pour votre présence et je vais passer la parole maintenant à Annick Ducharme pour introduire la situation au Québec et le premier orateur. Bonjour, c'est vraiment un plaisir de se retrouver avec nos cousins français. Ça aurait été mieux devant un verre de rosé plutôt que de discuter de COVID, mais enfin, ce sera pour une autre fois. C'est un honneur de présenter mon ami et président de l'Association des cardiologues du Québec, Dr Arsène Bamadjian, qui va nous entretenir tout d'abord de la situation au Québec. Et nous amorçons également un déconfinement. En fait, le déconfinement au Québec a été commencé le 11 mai. Et pour la grande région de Montréal, on s'attend à ce que ce soit la semaine prochaine, lundi. Alors, sans plus attendre, merci beaucoup à Arsène de te joindre à nous. Merci, Annick. Je vais activer le share screen. Et voilà. Bon. Super. Alors bonjour. L'Association des cardiologues du Québec est un organisme sans but lucratif ayant pour mission la défense et la promotion des intérêts professionnels et scientifiques de ses 465 membres. À titre de président de l'ACQ, je tiens à remercier Dr Franck Albert et Dr Annick Ducharme pour l'organisation et l'invitation de présenter à ce webinaire conjoint France-Québec du Collège national des cardiologues des hôpitaux et de l'Association des cardiologues du Québec, ACQ, intitulé « État des lieux en cardiologie dans un contexte COVID-19 ». Ma présentation se fera en 2 volets brefs, soit l'état de situation au Québec, suivi du déconfinement et de la reprise d'activité. Pour mes collègues québécois, je vous donne une adresse à retenir. Si vous ne l'avez pas encore notée, c'est le www.cardioquebec.ca à la page COVID-19 qui est accessible à tous, où il y a des liens fort utiles en regard de la cardiologie et de la COVID au Canada et au Québec. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en regard de la matière présentée. Je dois déclarer que je ne suis pas un COVID-doc, mais que j'en connais plusieurs. Et je tiens à saluer le courage et la détermination de tout le personnel médical qui travaille sur les premières lignes pour soigner les malades dans les centres atteints de la COVID pendant ces temps très difficiles. Je vais commencer avec le dessert en remerciant les membres de mon conseil d'administration de l'Association des cardiologues du Québec pour leur travail continu et particulièrement Mme Yasmina Eteladi, qui est notre directrice administrative, pour son dévouement et son travail acharné. Alors, pour ce qui est de données canadiennes et de données québécoises pour l'état des lieux, au Canada, comme on l'a mentionné, il y a 79 000 cas, dont 40 000 sont établis, et nous sommes les champions au Québec avec plus de la moitié des cas, même si nous n'avons que 23 % de la population.
Je ne sais pas si c'est de quoi être fier, mais en tout cas, nous avons plus de la moitié des cas. Et Montréal étant l'épicentre. Si on visite le site de l'Institut national de santé publique du Québec, moi j'ai accédé le 15 et le 18 mai, ma dernière fois, on peut avoir des données qui sont mises à jour quotidiennement, qui n'ont qu'à peu près 48 heures de retard. À la dernière visite, vous voyez ici qu'en date du 14 mai, il y avait 41 000 cas, donc on est déjà rendu à quelques milliers de plus, parce que le nombre de nouveaux cas ici se situe de l'ordre de 600 à 700 depuis quelques semaines déjà, mais certainement depuis les derniers jours. Et donc, en moyenne, environ 700 nouveaux cas par jour, et ça, c'est stable. On voit ici la différence entre la courbe en rouge, qui est celle de Montréal, et Laval, qui est l'île juste au nord de l'île de Montréal, et la ceinture de Montréal, où vous voyez, on a 1000 cas par 100 000 dans la région de Montréal. À la ceinture de Montréal, 517 cas, et pour le reste du Québec, que 181 cas pour 100 000. Donc, on a vraiment une dichotomie, ou si on veut, 3 niveaux, particulièrement pour ce qui est de Montréal et des environs. Si on regarde au nombre d'hospitalisations, nous avons noté un plateau et ce plateau se maintient depuis les derniers jours. Ici, nous avons le 14 mai, mais si on continue jusqu'à aujourd'hui, le plateau se maintient avec des hospitalisations de l'ordre de 1800 par jour. Et vous regardez la distribution au niveau des hospitalisations, mais plus de 70% des hospitalisations sont des personnes de plus de 70 ans. Au point de vue du nombre de cas par 100 000, bien, nous sommes bien les champions au Québec avec 511 cas par 100 000, alors que la moyenne canadienne est de 206. Nous augmentons la moyenne. Si on regarde l'Ontario, nos voisins, bien, ils sont à 156 cas. Et puis, ce n'est pas parce qu'on dépiste le plus, parce qu'en Alberta, on dépiste d'ailleurs plus qu'au Québec. Si on regarde de l'échelle mondiale, bien, au Québec, nous sommes, après l'Espagne, à 511 cas sur 100 000 et le Canada, en moyenne, est à 206 cas. Et si on regarde au niveau de la mortalité, bien, écoutez, les cousins, on est très proches les uns des autres. On est dans les 420, 430. Pour ce qui est de la distribution des décès, pardon, pas des cas, non des décès. Pour les cas, bien, il y a à peu près 10 à 15% par groupe d'âge au-dessus de l'âge de 20 ans, mais plus de 90% des décès sont chez des gens de plus de 70 ans et surtout plus de 80 ans. Pour ce qui est de la cardiologie au Québec, bien, on n'est pas différent du reste du monde dans le sens où il y a plusieurs papiers dans la presse populaire, donc dans les médias, qui ont été publiés à propos de où sont partis tous les STEMI. Moi, j'intitule cela « La peur de mourir » parce que c'est pas clair s'il y a vraiment une diminution du nombre de STEMI ou est-ce que c'est les STEMI qui consultent aux urgences. On sait que les données européennes qui sont sorties avant nous démontraient une diminution de l'ordre de 40% des diminutions d'infarctus avec surélévation du segment ST. Et puis, aux États-Unis, c'était l'ordre de 38% qui a été publié dans le JACC tout récemment en avril. Et finalement, au Canada, on a des données qui montrent une diminution des STEMI de l'ordre de 30 à 40%. Au Québec, bien, on a un accès, malgré le fait qu'on a des données populationnelles pour ce qui est de l'INSPQ, les données individuelles, tant qu'il y a des données de cardio ou de cancérologie ou autres sont limités et les accès sont souvent limités par le ministère et on ne peut pas y accéder directement. Donc, ça peut être plusieurs mois, voire même une année avant qu'on ait tous les détails de ce qui s'est passé en cardiologie, par exemple. Mais par sondage, j'avais sondé il y a quelques semaines tous mes chefs de service, c'est pas mes chefs de service, mais les chefs de service du Québec, et 96% des centres ont noté une diminution des infarctus aigus et 77, malheureusement, ont noté une augmentation des présentations tardives. Donc, plusieurs cas de complications cardiaques chez des patients qui ont attendu trop longtemps à domicile. D'ailleurs, un communiqué de presse a été envoyé à la population en date du 30 avril, qui est essentiellement un cri du cœur à la population pour consulter en présence de symptômes, parce qu'on est inquiet que les gens ont peur de venir aux urgences. D'ailleurs, un de mes collègues m'a écrit il y a un peu plus d'une semaine pour m'aviser qu'il y avait un homme de 69 ans qui avait consulté très tardivement, voire même la raison pourquoi il a consulté, c'est parce qu'il a fait un arrêt cardio-respiratoire, il a été massé pendant 30 minutes et bien sûr, pour pouvoir conter son histoire, le patient a survécu. Malheureusement, son évolution a été un peu complexe, mais c'est un exemple malheureux de comment la peur de mourir devient une mort de peur.
On continue pour l'état de situation, mais pour ce qui est des centres québécois au point de vue de nos activités globales en cardiologie, on note que la courbe ici est plutôt à gauche. Donc, depuis les 2 dernières semaines, et je peux dire même depuis les 2 derniers mois, les activités en cardiologie dans les hôpitaux en moyenne tournent autour de 40 %. Certainement plus bas au niveau du diagnostic, donc en imagerie, en technique électrocardiographique, et un peu plus au niveau intervention. Et on prévoit dans les prochaines semaines qu'au niveau de l'intervention, on devrait monter dans les 75 à 95 %, alors qu'au point de vue du diagnostic, surtout de l'échocardiographie et des techniques d'électrocardiographie, qu'on demeure autour de 50 à 75 %. Donc, il va y avoir une reprise qu'on est déjà en train de vivre, mais progressive des activités. Alors, je vous ai mentionné déjà 40 % de baisse d'activité. Pour ce qui est des dommages collatéraux, bien, on ne peut pas encore, certainement pas, chiffrer les décès qui sont arrivés pendant qu'on a eu du délestage ou encore les maladies qui ont progressé pendant les derniers mois. On sait cependant que le nombre de patients en attente pour des interventions a nettement augmenté parce que pendant 2 mois, on est au ralenti et que des milliers, même peut-être dizaines de milliers de tests ont été reportés. On sait qu'en chirurgie générale, il y a environ 80 000 patients qui sont en attente, qui ont été reportés. Ça a été publié, diffusé hier comme données. Et en chirurgie cardiaque, il y a 650 cas de délai supplémentaires de mi-mars à mi-avril. Et 50 % de ces patients sont considérés hors délai. Alors là, on passe à la deuxième partie pour ce qui est du déconfinement et de la reprise d'activité. Alors, c'est sûr que quand on fait face, dit Michael Jordan, à un mur, bien, on peut se virer de bord, mais ce n'est pas nécessairement la bonne conduite. On doit essayer de trouver un moyen de pouvoir la grimper, passer au-dessus, passer à travers ou de travailler autour. Donc, le déconfinement va être certainement plus complexe que le confinement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir absolument aborder parce qu'il faut qu'on reprenne une vie relativement normale, même si elle ne sera pas normale probablement pour plusieurs mois, sinon années. Pour ce qui est des critères de l'OMS, on attire notre attention sur 2 critères de base sur les 6 pour pouvoir lever les restrictions. Bien, la transmission doit être maîtrisée. Le système de santé doit disposer de moyens pour détecter, tester, isoler et traiter chaque cas pour rechercher chaque contact. Et on n'est pas encore convaincu qu'on a vraiment tout acquis encore au Québec pour cela, mais il demeure que la vie doit reprendre. Donc, les ministères ont annoncé une reprise quand même d'activité progressive. En date du 7 mai, l'INSPQ a publié un portrait modélisé de l'évolution de la COVID, avec un portrait, si on veut, de prédiction, d'essayer de prédire l'évolution potentielle de l'épidémie de la COVID en divisant le Québec dans le Grand Montréal et dans les autres régions, puis de prédire l'impact potentiel de stratégies de déconfinement telles qu'elles étaient annoncées au début du mois. Alors, c'est une diapositive un peu lourde, mais si on regarde pour le Grand Montréal et pour les autres régions. Donc, le Grand Montréal, c'est Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides. Donc, c'est si on veut, à peu près 100-200 km autour de la région de Montréal, incluant Montréal. S'il n'y a aucun déconfinement, bien, en 7 mai, le modèle prédisait que 6 fois sur 10, que les hospitalisations et les décès continueraient d'augmenter et seulement 4 fois sur 10 qu'on atteindrait un plateau. Et s'il y a déconfinement, bien, je pense qu'on n'osait pas nous dire exactement, mais selon les conditions, on disait qu'un déconfinement pourrait mener à une augmentation rapide des cas et des décès. Alors que pour les autres régions, s'il n'y a pas de déconfinement, bien 97 fois sur 100 ou 9,7 fois sur 100, on considérait une réduction des hospitalisations et des décès. Et s'il y a déconfinement, mais seulement 20 % de chances d'aggraver la situation. Donc, c'est vraiment 2 solitudes entre Montréal et les autres régions. L'INES, qui est indépendante de l'INSPQ, mais qui est l'Institut national d'excellence en santé, a fait des prédictions peut-être un peu moins pessimistes, mais quand même notait que l'effet favorable qu'on a noté entre la mi-mars, puis la mi-avril et au début mai, que selon un taux de reproduction constant, la marge de manœuvre à Montréal était limitée et que dépendamment du degré d'assouplissement et d'observance des mesures de distanciation sociale, on ne sait pas si la capacité hospitalière serait dépassée. Il faut dire que quand même au Québec, on a quand même commencé depuis plusieurs jours, même depuis plus de 2 semaines, tranquillement à déconfiner, quoique les écoles ne seront pas déconfinées, ils ne seront pas réouvertes à Montréal, alors qu'elles ont déjà réouvertes en région. On n'a pas noté de signal d'une deuxième vague. Alors, si vous voyez les régions versus Montréal, selon les scénarios, ça pourrait être assez pessimiste pour ce qui est des hospitalisations et pour ce qui est des décès.
On n'a pas observé ça, une chance, mais ça va être vraiment à surveiller au cours des prochains jours puis au cours des prochaines semaines. Un guide de reprise d'activité a été publié par le ministère de la Santé. On n'ira pas en détail à cause de questions de temps, mais ce guide est disponible pour tout au Québec. Tous les centres l'ont reçu il y a déjà quelques semaines. C'était publié le 4 mai. Essentiellement, c'est basé sur si les patients sont symptomatiques ou ont eu un contact versus le patient asymptomatique. Et il faut prévoir une approche adaptée à chaque milieu avec des asymétries régionales. Et dans les plans organisationnels, il faut prévoir, et c'est tant mieux qu'on pense déjà à ouvrir des heures de clinique plus longues, de continuer à faire de la téléconsultation qui est relativement nouvelle et présentement se fait peut-être dans plus de 75% des cas avec une cible à moyen terme. Ils l'ont refixé à 35%, mais à voir. Nous avons un système de priorité pour les consultations sur une base externe, de prioriser les A, B, C et de mettre plus en attente les DE, particulièrement faire les E en téléconsultation. Évidemment, il faut faire un processus de monitoring. Et comme j'ai dit, c'est une géométrie variable parce que chaque région sera différente et il faut respecter les réalités de chaque milieu. Vous avez sûrement vu ce papier-ci publié tout récemment dans le JAC. C'est un consortium, si on veut, un groupe nord-américain dont le premier auteur est David Wood, qui est un hémodynamicien cardiologue d'intervention dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. Évidemment, encore, on ne passera pas à travers en détail, mais deux éléments importants. C'est le premier, c'est la protection. On met l'emphase sur la protection des patients et des healthcare workers, donc des travailleurs de la santé, qui doit être vraiment bien déterminé et les protocoles très bien établis pour la reprise d'activité, parce que c'est la source principale, en tout cas, de contamination, par exemple, à Montréal. Et puis, il y a un tableau, il y a à peu près 5 pages, et chaque type d'intervention ou de diagnostic est détaillé selon le niveau d'introduction d'activité. Alors, si encore on est dans des niveaux orange, il faut aller avec quelques activités seulement et vraiment prioriser les plus urgents. Ensuite, un niveau intermédiaire pour finalement reprendre les activités au complet. Au Québec, le gouvernement, le ministère a publié un document déjà similaire, surtout en se basant au début sur les reprises d'activités chirurgicales, mais qui pourra s'appliquer en médecine, mais de façon plus globale en médecine, mais selon un niveau d'activité 3, 2, 1, donc orange, jaune et vert. Et puis dans le plan vert, on s'attend à avoir plus de 70% du volume d'activité. Même si théoriquement, on devrait être à 130% pour pouvoir rattraper nos retards, ce n'est pas imaginable dans un contexte parce qu'il va falloir vivre et gérer encore la COVID. Et puis, ceci va dépendre du nombre de disponibilités, du nombre de disponibilités de lits et surtout de personnel, d'équipements de protection qui est un peu moins problématique maintenant, les médicaments encore en pénurie qui est encore maintenant moins problématique et bien sûr, comme j'ai dit, du taux d'occupation de lits régulière. Finalement, il y a eu le 13 mai une consigne finalement gouvernementale, ministérielle à tous les hôpitaux. Bon, c'était bien dû. On essaie de comprendre pourquoi on ne nous avait pas dit, mais probablement par manque d'équipement, que la masse de procédures, donc le masque standard chirurgical et la visière devront être portés par tous les travailleurs de la santé sur le milieu de travail en centre hospitalier. Quand, il faut ajouter le bémol, je pense qu'ils ne l'ont pas mis là, mais quand c'est le 2 mètres de distanciation qui est la norme au Québec, ne pourra être respecté. Alors finalement, ne pas oublier le burden, ce que ça apporte pour tous les travailleurs de la santé et tous les gens impliqués. Il y a beaucoup de burn-out et c'est pour ça qu'on les laisse avec les paroles de Dory pour dire « just keep swimming ». Il ne faut pas lâcher, il faut continuer parce que on n'est pas sorti du bois, mais on a beaucoup de travail à faire, mais c'est un travail qui est essentiel pour les besoins de notre population. Alors, pour ce qui est de la cardiologie au Québec et le déconfinement à la reprise d'activité, chaque centre doit planifier sa reprise progressive de ses activités cliniques. Les centres connaissent leur réalité qui est propre à leur milieu, donc il faut bien établir les priorités, se baser sur les principes. J'espère que ceci s'applique en tout temps, le GBS. Si vous ne connaissez pas le GBS, c'est le gros bon sens et c'est un effort collectif. Alors, je vous laisse avec l'adresse www.cardioquebec.ca pour l'information, chers collègues. Merci beaucoup de votre attention. J'enlève le share screen. Et bien. voilà. Merci beaucoup, Arsène, pour cette belle présentation.
On a quelques petites questions avant d'enchaîner avec le prochain orateur. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes aussi en période de déconfinement progressif. On doit tous faire attention. Est-ce que vous craignez une deuxième vague? Je pense que tout le monde craint une deuxième vague. Je pense qu'on ne peut pas la craindre, mais ou au moins d'être aux aguets. Est-ce qu'on la craint au point je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on la craint? Oui, réponse courte. Est-ce qu'elle arrive? Pour l'instant, elle n'est pas arrivée, mais c'est vraiment une question, c'est Montréal qui est vraiment l'épicentre. Donc, le ministère a annoncé même hier, avant-hier, qu'on va surveiller. Présentement, on a ouvert déjà certaines écoles, on ouvre de plus en plus les garderies ou les crèches. On a des travailleurs déjà, certains emplois, surtout la construction, les travailleurs essentiels sont déjà là. Alors, avec l'ouverture progressive, les centres d'achat n'ouvrent pas, mais si on a pignon sur rue, les magasins la semaine prochaine vont ouvrir de plus en plus. Donc, on va vraiment le voir au cours des prochaines semaines. Il y a une inquiétude, oui. Et je pense qu'il faut en avoir une, sinon ça serait de se mettre la tête dans le sable. Mais on va voir. C'est trop tôt pour répondre est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas. Je pense que vous avez une longueur d'avance sur nous pour ça. Alors, si j'ai bien compris, Montréal finalement commence à ressembler un peu à la France, alors que le Canada ressemble plus à l'Allemagne, où il n'y a pas forcément eu beaucoup de cas finalement. Finalement, les Québécois ressemblent plus à la France en termes de cas et de décès. Pour la reprise d'activité, est-ce que vous avez une stratégie de dépistage massif? Est-ce que tous les patients qui doivent être hospitalisés doivent avoir une PCR, par exemple, 48 heures avant de venir à l'hôpital? Il y a une stratégie de dépistage, mais la stratégie de dépistage ministérielle n'est pas propre à chaque hôpital. Et même s'il y a des stratégies globales, justement hier, on a eu une réunion de département dans notre hôpital, donc à l'ICM, pour pouvoir discuter de stratégie et il n'y a pas de stratégie qui est ministérielle globale. Donc, chaque centre va avoir des stratégies différentes et cette stratégie-là va probablement être différente dépendant du milieu. Si c'est à Montréal ou Laval, par exemple, ou dans les lieux où est-ce qu'il y a beaucoup de transmission communautaire encore, versus dans des endroits comme dans la capitale nationale à Québec ou dans d'autres régions où il y a beaucoup moins de transmission. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de dépistage pour ce qui est des hôpitaux qui se fait sur une base individuelle. Et comment vous expliquez qu'à Montréal, il y a eu beaucoup plus de cas que dans le reste du Canada? Vous avez eu un cluster. Est-ce que vous avez des explications? Bien, ce qui est propre au Québec, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la semaine de relâche scolaire qui est tombée en début mars. Alors, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui ont voyagé. Il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus en début mars et puis la pandémie a été déclarée le 12, si je ne me trompe pas, ou le 13. Puis le 13, on a mis les confinements, on a vraiment commencé des mesures de confinement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont voyagé puis qui sont revenus 5 jours, une semaine avant. Donc, il y a probablement eu beaucoup, si vous permettez le terme, d'ensemencement, malheureusement. Et aussi, malheureusement, on a eu beaucoup de demi-mesures, je pense, au point de vue mesures de protection, et on n'était probablement pas assez préparé. Le milieu hospitalier a quand même bien répondu, surtout les premières semaines. On a réussi à bien contrôler les infections, mais on a eu ce qu'on appelle c'est des CHSLD, c'est des centres d'hébergement de longue durée, c'est des retraités, mais ce n'est pas des retraités, c'est des gens âgés qui ont beaucoup de perte d'autonomie. Donc, si on veut, c'est comme des formes d'hôpitaux, mais qui ne sont pas des hôpitaux, mais des centres d'hébergement, et il y a eu énormément d'éclosions et il y a eu beaucoup de contamination et il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui ont été obligés, sens moral et aussi même ministériel, d'aller travailler dans ces milieux-là pour pouvoir prêter main forte. Et c'est une longue histoire au Québec qui date de plus d'une vingtaine d'années. Il n'y a pas assez de ressources dans ces centres-là. Donc, une grande partie des décès, d'ailleurs, viennent de ces centres-là et il demeure que la situation maintenant est de plus en plus contrôlée, mais il compte pour un grand nombre de cas. OK. Je vais peut-être laisser Annick poser une question et puis introduire le prochain orateur parce que le temps avance. En fait, il y a aussi un autre problème que l'on a, c'est qu'on ne peut pas tester comme l'on voudrait. Les recommandations disent que tout le personnel de santé devrait avoir un test à cause de la transmission communautaire une fois par semaine, mais les capacités réelles sont, pour notre centre hospitalier, seraient aux 3 semaines.
Donc, même si on veut déconfiner, sur le chat, il y a des participants qui parlent également de on n'aime pas rendre obligatoire au Québec. Alors, les masques sont suggérés dans le transport public, mais pas encore obligatoires. Donc, il y a une de ces situations-là. C'est un plaisir pour moi d'introduire Patrick Jourdain, que je connaissais de nom. Maintenant, je le connais de façon virtuelle. Il a même enlevé son masque pour présenter. Dr Jourdain est un cardiologue universitaire, directeur médical de la plateforme régionale Covidoc, qui a plus de 60 000 patients suivis à la maison par télémédecine. Alors, sans plus tarder, Dr Jourdain, nous avons bien hâte d'entendre vos propos. Merci bien. Alors, je vais essayer de partager aussi bien que mon collègue outre-Atlantique. Est-ce que ça marche bien? Non, on ne voit pas pour l'instant, Patrick. Et là, allez, surprise. Ça marche? Non, pas encore. Ah. On m'inquiète. Appuyez sur le bouton vert en bas. Ouais, partager l'écran. Partager. Ça y est. Ça y est. Oui. Eureka. Super. Tu peux mettre en écran. Voilà, ça y est. Ben, je suis un peu plus lent que mes collègues canadiens. Hein. Faut pas m'en vouloir. Et donc, moi, je vais vous parler un peu de ce qu'il en est en France sur le Covid et déconfinement. Alors, je reprends juste quelques petites choses que vous connaissez très bien. C'est qu'en fait, ce Covid, c'est un virus qui nous vaut du mal, avec en particulier une double transmission à la fois nasale et à la fois main, avec en grande partie en fait un virus qui est retrouvé dans les selles, à tel point qu'on l'a retrouvé dans tous les mesures dans l'eau non potable à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait presque suivre l'importance de l'épidémie par le taux de virus qu'on a dans l'eau non potable à Paris. Alors, on sait que les formes graves, c'est surtout des sujets âgés et surtout des signes systémiques avec une forte inflammation, avec en particulier chez l'enfant, vous savez, beaucoup de syndrome de Kawasaki, où les taux sont passés de 2 enfants, on va dire, par mois, à 18 enfants par mois à Paris lors du mois d'avril. Alors, les paramètres, vous le savez, on parle toujours pour une épidémie du R0, le fameux taux de reproduction de base, en fait, qui au départ était estimé entre 2 et 3. En fait, dès qu'il est supérieur à 1, c'est une épidémie. Inférieur à 1, c'est pas d'épidémie. En gros, c'est le nombre de patients que vous allez, entre guillemets, contaminer avant que vous ne soyez détecté. Et si vous prenez, en fait, le R0, par exemple, de la grippe espagnole, il est estimé entre 2 et 3. Et là, clairement, nous, pour le Covid, on a progressé puisqu'en France, juste avant le déconfinement, on avait un R0 qui était à 3,2. Et pour vous donner une idée, les grandes épidémies de grippe, c'était 1, 5 à 2. La rougeole, à côté, c'est 12, 18. Donc, vous voyez qu'on est quand même très loin. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la durée d'incubation qui était initialement estimée à 5 à 6 jours, maintenant, dans les données qu'on a dans Covidom, c'est plutôt aux alentours de 8 jours, voire 9 jours. Ce qui veut dire que l'effet du déconfinement depuis le 11 mai, on l'aura dans 2-3 jours, avec un intervalle intergénérationnel court, c'est-à-dire qu'en gros, on est contagieux dès le 4e jour en moyenne, et donc ça veut dire qu'on a le temps, avant d'avoir des symptômes, de transférer énormément de virus à d'autres personnes, ce d'autant plus qu'on a ce qu'on appelle un taux d'attaque élevé, c'est-à-dire qu'en fait, comme on est immunologiquement pas du tout habitué à ce virus, en fait, dès qu'on y fait face, on est contaminé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'effet sur leur mortalité, il a été à la fois significatif et disparate. Et dans ces groupes, vous avez 2 choses. La partie gauche, c'est tous les chiffres de décès de l'INSEE mois par mois depuis à peu près 2010. Donc, vous voyez, dedans, vous allez retrouver plein de choses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez l'épidémie, enfin la canicule de 2003. Vous voyez qu'il y a plus de morts qu'à l'épidémie de Covid. Et vous voyez que l'air sous la courbe est beaucoup plus faible, ce qui veut dire qu'au total, on aura eu plus de morts par le Covid qu'on aura eu de morts par la canicule, même si ça a été moins brutal. Vous voyez ici l'impact de la grippe de Hong Kong, 1969 et qui réapparaît là en 70. Au total, vous voyez qu'on est à peu près superposable. L'autre élément intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est très hétérogène. Vous voyez, la France, entre guillemets, ça ne veut rien dire, puisque quand vous regardez ici la surmortalité qui est vraiment en marron foncé, vous voyez que ça touche le Grand Est et encore toute la région Est et vraiment Alsace. Et là, c'est l'effet majeur du fameux cluster de Mulhouse, où il y a eu un grand rassemblement évangélique et qui a contaminé non seulement Mulhouse, mais également la région parisienne,
Parce que les clusters dans le Val d'Oise, c'est des gens qui étaient à Mulhouse et qui ont depuis contaminé chez nous, et de même pour les petits cas qu'on a eu en Guyane. Par contre, vous voyez que dans le sud-ouest de la France et en Bretagne, il y a quasiment de cas et quasiment d'augmentation de la mortalité, ce qui veut dire que globalement, on ne peut pas calculer l'effet sur la France globale, mais qu'il faut bien rapporter ça aux régions qui ont été touchées. Et c'est un peu la même chose pour vous au Canada, puisque effectivement, comme vous l'avez montré, Montréal, c'est pas pareil que tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on doit raisonner de deux façons. Soit de se dire les zones pas touchées sont encore des zones à risque, puisque les gens n'ont pas eu à faire face au virus. Et nous, c'est un gros problème quand les gens d'Île-de-France vont être lâchés pour les vacances. Ou de se dire, finalement, dans cet endroit-là, si on ne met pas de gens qui portent le virus, ça sera une région qui va rester protégée. Et c'est toute la question pour nous du déconfinement, de se dire, est-ce que pendant l'été, on laissera les Franciliens et les gens de l'Alsace aller dans d'autres régions ou pas? Alors, pourquoi l'effet du confinement? Eh bien, parce que quand vous regardez cette diapo, en gros, c'est le nombre de cas qui sont reportés. Là, c'est les mois. En fait, ce qui est embêtant, c'est que vous avez un certain taux de mortalité qui va être lié à la maladie, un certain taux lié à la désorganisation. Et encore une fois, c'est ce qui s'est vu en Italie. La mortalité intra-hospitalière en Italie, quand vous rentrez en réanimation, quand les endroits ne sont pas débordés, c'est la même qu'en France. Quand vous êtes pris en charge sur le parking, votre mortalité va augmenter dans une proportion très importante. Et donc, finalement, dans une infection, le but, c'est quoi? C'est de se dire l'air sous la courbe va toujours être la même. Elle peut être soit très pointue, et là, ça veut dire qu'on va déborder des capacités du système de santé, ou l'aplatir, et dans ce cas-là, c'est bien, on va être un peu plus longtemps avec la maladie. Par contre, on n'aura pas une désorganisation telle du système qu'il y aura des morts uniquement liées à la désorganisation. Et la vraie question est de se dire à partir de quel moment on peut déconfiner. Alors bien sûr, on va me dire le confinement, ça a eu des effets bénéfiques. Ici, c'est la pollution au-dessus du nord de l'Italie et on a trouvé la solution au réchauffement climatique, c'est probablement le Covid. Par contre, quand vous regardez le bilan et là où nous en sommes actuellement, c'est les dernières données françaises, eh bien, on a maintenant très peu de monde en réanimation, moins de 2000 sur la France, sur à peu près 5000 lits de réanimation, donc c'est plutôt pas mal. On est à 28 239 morts actuellement, et vous voyez ici, c'est le nombre de dossiers de régulation médicale dans nos SAMU. Tout ce qui est en rouge, c'est lié au Covid. Tout ce qui est en bleu, c'est l'élément habituel du SAMU. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la courbe liée au Covid avait beaucoup monté et est maintenant quasiment nulle, quasiment pas d'appels pour le Covid, et que quand vous regardez ici le nombre d'appels pour les pathologies autres que le Covid, ça a été resté relativement stable à peu près jusqu'à fin mars, puis là, ça a baissé. Et là, c'est en train de tout juste de remonter. Et c'est intéressant quand vous regardez ici les appels du SAMU qui vont finir en soins intensifs et en coronarographie ou en CAT. Et vous avez en fait ici en jaune, c'est en 2020. La courbe en vert, c'est ce qu'il y avait en 2019. Et vous voyez la différence qu'il y a eu dans les semaines entre la semaine 10 et la semaine 16, où vous voyez qu'il y a une différence très importante. Ça, c'est sur Paris, région parisienne, où on a quasiment perdu un quart des interventions et qui, là, actuellement, est en train de remonter progressivement, tranquillement, mais sans qu'il y ait de surpassage en soins intensifs, en réanimation. Et encore, il faut bien noter quelque chose, c'est que sur le plan des soins intensifs de neurologie, on a encore à moins 7% d'AVC par rapport à l'année dernière. Je ne vous parle pas des urgences pédiatriques, où on a eu jusqu'à moins 82% de passages aux urgences pédiatriques. Encore une fois, le Covid nous a permis de travailler sur la crise des urgences. Alors, c'est sûr que le confinement, ça marche, mais ça a aussi des effets secondaires dévastateurs, en particulier, bien sûr, sur le côté récession économique, mais également sur le côté psychologique pour les gens, et ça a été très difficile. Alors, les prérequis, nous, pour qu'il y ait un déconfinement, c'était la mise en place d'une gouvernance en charge de la sortie de confinement. Ça, c'est la gouvernance Castex. Des hôpitaux et services sanitaires reconstitués, des identifications rapides des cas et des contacts, un système de surveillance épidémiologique. Vous remarquez que nous, on ne parle pas de dosage suffisant. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on ne recommandait pas les tests sérologiques et que la PCR n'était pas forcément très efficace puisqu'on avait 30% de faux négatifs. Et le respect de critères épidémiologiques. Le constat, c'est qu'actuellement en France, on disait que la séro
le séroprévalence de l'infection, c'était entre 3,5 à 10% de la population, et donc ce qui est très bas pour une immunité de groupe. Et que, quelque part, la population était donc très vulnérable à une recrudescence de l'épidémie, puisque si ça n'est pas maintenant, ça va rechuter, ça sera peut-être l'hiver prochain, peut-être l'été prochain, on ne sait pas. Et il faut bien voir que si on avait en même temps l'épidémie de grippe habituelle, plus le Covid, ça serait particulièrement compliqué pour nous. Donc la doctrine, c'est quoi? C'est de dire que la sortie de confinement ne réussira que si elle est basée sur l'implication du peuple. C'est-à-dire que les Français vont respecter les gestes barrières, les mesures de distanciation, vont fabriquer des masques eux-mêmes, s'appliqueront à les porter. En fait, on est vraiment des gens vertueux. Et l'élément clé pour mesurer tout ça, c'est ce qu'on appelle le R0. Alors, comme je vous l'ai dit, le R0, ça mesure votre capacité à infecter des gens progressivement. Et là, vous voyez la partie de gauche, et là, le R0 est à 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous infectez 2 personnes, et ça va être en moyenne tous les 4 jours. Et là, c'est une chaîne de contamination qu'elle a pu être identifiée dans un restaurant. Ce sont des gens qui ont dîné dans un restaurant, et vous voyez à quel point, à partir du cas index A1, le lendemain et 2 jours après, en testant les gens de ce restaurant, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes positives. Donc, vous imaginez le degré de contamination potentielle de ce virus. Et regardez ici, plus que de réfléchir qu'en R0, il faut réfléchir à 2 choses. Un, c'est la mortalité. Vous voyez, Ebola est très mortel, c'est sûr, mais le R0 était relativement faible. Et réfléchir en criticité, c'est multiplier la mortalité par le R0. Et vous voyez qu'au départ, on pensait que le coronavirus était ici, donc moins contagieux que le SRAS. Maintenant, on sait qu'il était ici, juste avant le confinement. Et donc, encore une fois, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Et le problème, c'est que comme on n'a jamais fait face à ce risque dans la population, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui risquent d'être touchés par une fièvre typhoïde, un Clostridium difficile ou d'autres choses. Et ce qui fait que ce R0 doit être modulé en fonction du nombre de patients à risque. Pourquoi? Parce que si au départ, dans les clusters, vous avez 2 personnes, 10 personnes, c'est pas pareil que de déconfiner des gens où peut-être 200 000 personnes sont encore symptomatiques. Et donc là, vous partez de 200 000 personnes qui vont contaminer. Et je vous montre quelques petites hypothèses de réactivation de l'épidémie Covid. Non pas que ça va arriver, mais on doit pouvoir nous s'y préparer si ça devait survenir. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des graphiques dynamiques où on peut faire varier. Ici, c'est le R0 pré-confinement, dans le confinement. Donc, il faut multiplier par 10, donc ça fait 0,9. Ici, c'est le taux post-confinement. Vous voyez, on est à 1,2. Donc, 1,2, ça veut dire qu'on est 2 fois moins contagieux qu'on était en pré-confinement. Ici, c'est le lambda 1, c'est la durée de séjour hospitalier. Ici, c'est en combien de temps on traite les alertes. Ça, c'est la durée du suivi de la maladie. Et ici, on a calculé, nous, le nombre d'alertes qu'on a traitées dans Covidom. Pour vous donner un ordre d'idée, dans Covidom, au pic, on a eu à traiter 15 000 alertes par jour pour nos patients. On a traité au total 260 000 alertes en moins de 4 minutes en moyenne. Eh bien, vous voyez que si on a un R0 qui n'arrive qu'à 1,2, ça veut dire qu'au lieu de traiter 15 000 alertes, on va avoir à traiter 45 000 alertes en Île-de-France. Si maintenant on a ce R0 qui passe à 1,5, on est à 65 000 alertes à traiter dans la même journée. Et si on passe à 2, on est à 85 000 alertes. Donc, vous voyez l'impact pour le système de santé. Parce que ces gens qui ont des alertes, c'est des gens qui vont aller aux urgences. Et le problème, et ce qui engendre une mortalité, c'est quand on a des patients qui font la queue et qui meurent parce qu'il y a 90 personnes devant eux qui ne sont pas très sévères, mais qui viennent pour consulter. Et donc, notre but, nous, c'est de casser ces chaînes le plus tôt possible. Alors, comment on peut le faire? On peut suivre les patients via les consultations, aux urgences, les appels du SAMU, on suit les consultations, on suit sur un plan national le nombre de PCR, avec le nombre et le taux de positivité. Actuellement, le taux de positivité, il est de 2 sur 1000 à peu près. Le dépistage massif dans les endroits où il y a plusieurs cas, nous, on a eu beaucoup de problèmes dans les abattoirs et dans certaines écoles. Le reconfinement éventuel dans l'attente des résultats, mais avec un résultat médical incertain puisqu'on reconfinerait des gens malades. L'inscription systématique des patients dans Amélie Pro avec un arrêt de travail automatique et surtout le renseignement des contacts par le médecin traitant avec la mise en place d'un arrêt de travail pour ces contacts et un appel systématique et la création d'une plateforme de suivi des cas contacts par les ARS en lien avec les préfectures. Et en Île-de-France, c'est l'AP-HP qui va s'occuper de gérer tout le suivi de tous les contacts. Et enfin, par les préfectures, la réquisition d'espaces de logement facilités,
Si jamais on voit que les gens sont très malades, on les confinera. Alors les espoirs, ils peuvent être thérapeutiques, c'est le moyen terme, parce que les études, c'est difficile à interpréter. Vaccinaux, c'est très long terme. Le respect d'isolement, bah oui, j'y crois beaucoup, mais je vous mets cette photo qui a été prise le jour du déconfinement dans le canal Saint-Martin pour vous dire que là, je cherche les masques que je n'en vois pas. Et donc, tous ces gens-là, bah, ils sont encore plus serrés que dans le fameux restaurant de tout à l'heure. Alors, maintenant, au-delà, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'il en est des nouvelles applications et de stopper le Covid? Alors, il y en a qui font de la croyance et qui vont prendre n'importe quel médicament ou proposer des traitements concentrés à boire dans le Covid. Très clairement, nous, on vise peut-être l'utilisation d'interfaces connectées de traçage patient, mais très clairement, je pense qu'on n'en est pas encore au stade où on pourra l'utiliser dans des conditions safe. Et donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille tous les jours, comme le lait sur le feu, la possibilité ou pas, non pas tellement d'avoir à reconfiner, mais de pouvoir dire aux gens, vous partez en vacances dans une région de 100 km de votre domicile, mais vous ne pourrez pas aller sur la côte pour protéger les autres régions. Et ça, c'est une vraie question. La réponse, on l'aura dans moins de 4 à 5 jours maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Jourdain. Une question qui nous brûle au Québec. Nous, au lieu de fermer l'île de Montréal ou la grande région métropolitaine, c'est les régions qui ont été fermées. Est-ce qu'une telle attitude a été faite en France? Alors, en France, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, on a été très fort, nous, très violents sur tout ce qui était confinement, puisqu'on a confiné toute la France complètement, sauf les gens qui ne pouvaient pas télétravailler. Enfin, c'était bien parce que pour une fois, à Paris, il n'y avait pas d'embouteillage. Mais par contre, on a été très sévère. Et là, du coup, on a déconfiné en privilégiant les zones qu'on appelle vertes, celles où il n'y a ni circulation de virus, celles où il y a des lits de réanimation partout et celles où on suppose, en tout cas pour l'instant, qu'il n'y a pas d'alarme. Le gros problème de ça, c'est que finalement, ça ne résout pas notre problème des zones contaminées. La vraie question, si on avait voulu faire fin, aurait été de dire, on devrait se dire, chaque fois qu'on a 1000 lits de réanimation, on peut déconfiner 1 million de personnes dans les zones contaminées. Puisqu'en fait, le seul but du confinement, c'est d'écrêter la courbe. Donc, au-delà, ça n'a pas d'intérêt puisque, de toute façon, les chances qu'on ait tous le coronavirus sont extrêmement élevées. Ce qu'il faut, c'est pas l'avoir tous en même temps. Et c'est vrai que pour l'instant, la vraie question est de dire, on va rouvrir l'Île-de-France progressivement, puisque c'est vraiment la zone touchée, très progressivement, et en faisant attention et au moindre risque, on arrêtera ce déconfinement et très probablement, on empêchera les gens de partir loin de la région. Et Patrick, actuellement, au niveau des dépistages, on a l'impression qu'il y a encore des freins, même au niveau de la médecine du travail, pour faire des dépistages massifs, même des soignants, à partir du moment où ils sont asymptomatiques, on a l'impression qu'il y a encore des réticences. Alors, est-ce qu'il faut développer les tests et lesquels? Est-ce qu'il faut faire les sérologies? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux, le problème de la sérologie, comme tu sais, j'adore les biomarqueurs, mais la sérologie qu'on a, c'est comme notre troponine de l'époque. Là, ça te dit il y a des anticorps. Oui, d'accord, mais tu ne sais pas si le taux d'anticorps est suffisant pour te protéger. Si ça se trouve, tu as des anticorps, mais tu vas retomber malade. Après, le deuxième truc, c'est que la PCR telle qu'on l'a fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle est intéressante dans le sens où ça permet de dire que quel patient est excréteur de virus ou pas. Mais on sait que, par exemple, nous, dans les tests qu'on a fait sur les patients, dans Covidom, par exemple, quand tu as agueusie ou anosmie, 97% des PCR sont positives. Donc, ça ne te sert à rien d'en faire. Par contre, le fait d'avoir une PCR négative, ça ne diminue pas tes risques d'avoir une forme très grave. Parce qu'en fait, ça détecte juste que tu as des choses dans l'oropharynx. Donc, à mon avis, c'est intéressant seulement si on faisait une campagne systématique et que surtout, on ne s'abstienne de déconfiner en fonction de ça. Pour l'instant, le taux qu'on surveille surtout, c'est le taux de PCR positive. Et donc, je dirais, l'intérêt, c'est au moindre doute, se faire la PCR. D'accord. Une autre question, Annick? Moi, ça va. Je pense qu'on va enchaîner avec Alexandro Michi qui va nous dire si Trump fait bien de prendre la chloroquine. Alors, pas que c'est nocif, donc peut-être que ça fait bien. Alors, Alexandro. Oui, merci beaucoup Annick. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas s'il fait bien. Je pense personnellement que non. Mais bon, on va voir s'il y aura des complications ou s'il sera protégé contre le Covid. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui
à mise à jour de traitement contre le Covid, un petit update. Donc, je partage mon écran. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est un petit peu en retard. Alors, on est toujours en attente des résultats des 3 gros essais qui sont en cours pour le traitement de la pandémie de Covid, notamment l'essai Solidarity, l'essai Discovery et l'essai Recovery. Ils traitent à peu près les mêmes molécules, le Redemsivir, le Lopinavir, Ritonavir, l'interféron bêta et l'hydroxychloroquine. J'ai découvert cet excellent papier publié en JAMA qui fait un petit peu le point sur le traitement en cours. Alors, quels médicaments est-ce que nous pouvons utiliser contre le COVID-19? Il s'agit des médicaments réutilisés dans d'autres maladies, ce qu'ils appellent les report post-drugs, des médicaments expérimentaux et des thérapies adjuvantes. Donc, je vais détailler tout de suite. Concernant les reports post-drugs, les médicaments réutilisés, on a tous parlé beaucoup de l'hydrochloroquine. Il y a beaucoup d'études en cours. Pour l'instant, les résultats sont neutres. Peut-être qu'il y a un risque un peu plus important de torsade de pointe, mais pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice qui a été prouvé quand on traite les malades avec cette molécule. Et surtout, vous voyez ici un article apparu en New England Journal of Medicine le 7 mai, où 811 patients ont été traités avec cette molécule. Donc, voilà, il n'y a pas de bénéfice, mais ni de risque surajouté en ce qui concerne l'intubation ou le décès. On a le Lopinavir, Ritonavir qui a été testé versus les soins classiques dans cet essai publié le 8 mars. Et donc, c'est un essai pareil, neutre, il n'y a pas de bénéfice. On a cette combinaison de médicaments interféron bêta-1b plus Lopinavir, Ritonavir plus Ribavirine qui a été testé versus le Lopinavir, Ritonavir. Et là, il s'agit d'un essai positif. L'article est apparu en Lancet il y a à peu près 2 semaines, donc le 8 mai. Et donc, la triple thérapie antivirale précoce, et je souligne précoce, était sûre et supérieure au Lopinavir, Ritonavir pour les symptômes et aussi pour la durée d'expression virale. Donc, ça, c'est important. On a des médicaments expérimentaux, notamment le Redemsivir, qui a été étudié versus le placebo. Et plus bas, vous avez 2 essais neutres que je ne vais pas commenter beaucoup. Et il y a un 3e essai, pareil le Redemsivir versus placebo, qui est une étude positive. Alors, il s'appelle Adaptive COVID-19 Treatment Trial, ACTT. C'est une étude randomisée, double-blind, placebo-controlled. Alors, le critère d'analyse principal est le temps de récupération au 21e jour. Un critère de jugement secondaire clé à évaluer les améliorations liées au traitement sur une échelle de 8 points au 15e jour. Il existe une analyse intermédiaire qui a montré que le Redemsivir était meilleur que le placebo pour le critère d'évaluation principal qui était le temps de récupération. À droite, vous avez une photo que j'avais prise de clinicaltrials.org. Donc, c'est le study design de cette étude. Et donc, ça a été publié le 1er mai 2020 et il a été repris par le FDA aux États-Unis et il est utilisé en ce moment aux États-Unis. On a les thérapies adjuvantes, notamment le tocilizumab versus les soins classiques. Pareil, c'est un essai positif. Notamment le tocilizumab, c'est un anticorps monoclonal bloquant le récepteur de la cytokine IL-6. Il est utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. L'étude positive, l'essai positif s'appelle Corimunotosi et c'est une étude qui a recruté beaucoup de patients en France. Donc, il inclut les patients hospitalisés pour une pneumonie modérée ou sévère COVID-19, ne nécessitant pas de soins intensifs à l'admission.
Au total, 129 patients ont été randomisés. Et donc, une analyse intermédiaire a montré qu'une proportion significative des patients avait atteint le résultat principal dans le bras tocilizumab, qui est le besoin de ventilation au décès au 14e jour. Cette étude, ce design a été publié et cette analyse, surtout intermédiaire, a été publiée le 27 avril. Bien. Aussi, concernant la thérapie adjuvante, on parle beaucoup des immunoglobulines. Il y a beaucoup d'essais en cours. Je vais pas passer beaucoup de temps pour décrire ce slide. Donc, il y a au moins 7 essais qui sont en cours actuellement. Il y a un excellent article qui a été publié en Nature il y a quelques semaines, donc le 30 avril, et donc qui a montré une nouvelle carte d'interaction des protéines humaines, protéines COVID-19, relevant des cibles pour la réutilisation des médicaments. Notamment, les chercheurs américains et français ont identifié 66 protéines humaines ciblées par 69 médicaments. Et donc, il s'agit des médicaments existants approuvés par la FDA, des médicaments en essai clinique ou des médicaments expérimentaux. Et là, juste pour détailler un petit peu cet article, donc les classes de molécules suivantes ont été efficaces pour réduire l'infectiosité virale, notamment les molécules suivantes, totatifine, thermatine 4, liptédicine, cette molécule PS 3061. Ensuite, une autre classe de médicaments parmi alloperidol, le PD 144418 et hydroxychloroquine, et ce produit PB28 qui est apparemment 20 fois plus potent que l'hydroxychloroquine. Aussi, d'autres classes de médicaments découverts qui pourront avoir un impact sur le COVID-19 sont les antihistamines, le progestérone, et ça pourrait expliquer aussi pourquoi les hommes sont plus atteints que les femmes, et la cyramycine. On a aussi les vaccins. Il y a à peu près entre 7 et 10 essais qui sont en cours. On a l'essai d'AstraZeneca, on a l'essai de Moderna Inc. Qui ont commencé à recruter. Pareil, l'essai BioNTech, Pfizer, qui ont commencé à recruter il y a quelques semaines. L'essai Sinovac Biotech Co. qui ont débuté à recruter au mois d'avril et apparemment on aura les premiers résultats au mois d'août ou septembre 2020. Et on a 2 études chinoises qui recrutent actuellement des patients pour le vaccin. Et il existe également une discussion si les vaccins BCG protègent ou pas contre le Covid. Donc, pareil, il y a plusieurs études en cours en ce moment. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Alexandro. Est-ce qu'il y a j'ai vu qu'il y avait des études sur la colchicine au Québec. Est-ce que nos amis québécois peuvent en dire un petit mot? En fait, il y a une grande étude qui est menée par notre collègue Dr Jean-Claude Tardif qui inclut 6000 patients, qui est internationale maintenant. Je crois qu'il y a même des centres en Allemagne et qui est en cours actuellement. Alors, on ne peut pas en dire beaucoup plus. D'accord. Le colpote Covid, alors, c'est ça? Le col Corona. OK. L'hydroxychloroquine, vous l'avez prescrit un petit peu au Québec ou pas? Avec l'association azithromycine? Au début, il y a peut-être eu quelques prescriptions, mais ça a été rapidement arrêté. Ce n'est pas une médication qui est recommandée, en tout cas. On ne suit pas la tendance du président américain, en tout cas. D'accord. OK. Alors, il y a d'autres questions. J'ai vu un petit peu sur une question pour Patrick. Donc, tu nous as parlé de la deuxième vague. On va avoir des annonces le 2 juin, donc tu as peut-être des infos sur la deuxième partie du déconfinement. Est-ce que les Parisiens vont avoir le droit de sortir pour aller au bord de la mer? Est-ce que les restaurants vont rouvrir avec les mesures barrières? Je ne sais pas si au Québec, vous avez ouvert vos restaurants, mais pouvez chacun dire un petit mot? Patrick. Ouais, écoute, a priori, moi je pense que pour l'instant, les signaux sont plutôt au vert. Ils sont même étonnamment au vert, donc tant mieux.
Et puis, très clairement, la vraie question qui se pose, tu vois, pour les restaurants, c'est de se dire, avec les mesures barrières telles qu'elles sont édictées maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire vivre leur restaurant? Ce que je veux dire par là, c'est que là, pour l'instant, l'ensemble des personnels sont au chômage technique, ça ne coûte rien au restaurant, mais quand tu vas devoir faire 3 fois moins de couverts avec la même équipe, est-ce que tu pourras encore? Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que c'est pas très clair la façon dont ça va être ouvert. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt très positif. Et l'autre élément, c'est que tu sais que le Premier ministre a dit que les Parisiens pourront aller prendre leurs vacances. Voilà. Après, point d'interrogation. Ok. Alors, les Parisiens, vous viendrez prendre vos vacances à Montréal. Avec plaisir. Le président de l'Association des restaurateurs du Québec s'attend à ce qu'entre 60 et 75% des restaurants se mettent soit sous le couvert de la loi de la protection de la faillite ou qui tombent carrément en faillite. Je veux juste profiter d'Alexandro pour une dernière question concernant les anticoagulants. Qu'est-ce que vous nous suggérez? Je vous prends pour la dernière minute. D'accord. Alors, ce qu'on fait en France, je pense que vous le faites aussi. On anticoagule de façon préventive tous les malades hospitalisés. Et parfois, les malades qui sont en réanimation, on les anticoagule à dose curative parce que ce virus est vraiment cause une tempête thrombotique et donc les essais ont montré que il y a beaucoup d'événements thromboemboliques. Donc plutôt anticoagulation soit préventive soit curative. Alors, est-ce que vous avez donné des AOD quand les patients sortaient de l'hôpital et qu'ils n'avaient pas forcément d'antiviraux? Excuse-moi, c'est pour Arsène peut-être? Les AOD, vous voulez dire des anticoagulants oraux directs? Oui. Écoutez, encore, ça dépend du niveau de risque du patient, mais que je sache, c'est pas un traitement qui est donné nécessairement d'emblée si le patient. Vous voulez dire si le patient a quitté l'hôpital et il va bien, là, il s'améliore? Pas nécessairement s'il est considéré plus à risque, là, que je sache. Non, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre, pour dire est-ce qu'ils l'ont donné, mais de façon systématique, que je sache, ce n'est pas donné. À moins qu'il y ait eu un événement pendant ou que le patient reste à risque. OK. Patrick, tu veux dire un mot? Non, mais je trouve que, en tout cas, ce format de webinaire avec nos collègues canadiens, moi, je trouve ça super. Et que ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans tout ça, on se dit que c'est une épidémie où, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, il y a toujours des choses intéressantes à faire. On est d'accord. Annick, vous voulez faire un petit mot pour la fin de ce webinaire et puis je ferai un petit mot de conclusion derrière. Merci infiniment. C'est vraiment une première expérience avec le CNCH et j'espère que ce n'est pas la dernière parce que j'ai vraiment apprécié l'expérience. Et j'écho ce terme-là, pas juste parce que je suis échographiste, mais parce que je suis tout à fait d'accord. C'était une expérience très agréable et puis j'ai beaucoup apprécié l'information qu'on a reçue justement de l'autre continent, si on veut, de l'autre côté de la mer. Fait que merci de l'invitation, ça fait très agréable. Écoutez, merci à tous. Cette webconférence, en tout cas, a été très instructive. Toujours beaucoup d'échanges interactifs. On apprend toujours de nos amis québécois. Et ça a été un grand plaisir que vous participiez à cet événement. Et on en refera probablement d'autres. Avec Patrick, je pense aussi, il a beaucoup de liens aussi avec le Québec. Un grand nombre d'entre nous, comme je vous l'avais dit, ont été fellowship à l'Institut de Montréal. Et donc, merci à Arsène et Annick. Merci à Patrick, à Alexandro et Émilie qui s'occupent un peu de tout ça en social media parce qu'il y a quand même du monde un peu derrière tout ça. On vous retrouverez toute cette conférence sur le site du CNCH ou sur YouTube ou Cardio Online dès demain en fait pour ceux qui n'ont pas pu le voir en direct ou qui ont eu des problèmes de connexion. Notre prochain webinaire en fait il sera lundi prochain à 18h en fait en partenariat avec le groupe de réadaptation cardiovasculaire de la Société française de cardiologie sur la thématique réadaptation cardiovasculaire et pratiques sportives en post-Covid avec le professeur Carré et le docteur Pavie. Et donc, merci à tous. Bon week-end de l'Ascension, parce que c'est l'Ascension demain en France. Et puis, c'est donc férié demain. Et puis, à très bientôt, les amis. Merci. Merci. Ciao. Merci, au revoir. Merci beaucoup.